C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission, 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous recevons pour vous M. Guy Koukou, il est coordonnateur de l'Intersyndicale nationale du Congo, mais également président de la Confédération démocratique du travail. M. Guy Koukou, bienvenue. Merci, Joseph. Alors, cette fois-là, vous n'avez pas la température de syndicaliste de revendication, parce qu'à tout moment, vous avez toujours l'air de pousser fort. Hein? Bien sûr, c'est ma nature. Je ne veux pas renier ma nature. Très bien, je ne serai pas seul sur ce plateau. Mon estimé confrère Yves Kankonde est sur ce plateau pour vous servir. Bienvenue Yves. Merci Joseph. Bienvenue, fidèles téléspectateurs de 45 minutes pour convaincre. Ce magazine ou votre magazine socio-politique au cœur de l'actualité et tout ce qui se passe au pays. Voilà, Yves, on peut avoir l'essentiel de l'actualité. Merci Joseph. Fidèles téléspectateurs, 3 thèmes sont sélectionnés pour l'échange de ce soir avec M. Guy Koukou. Le tout premier est relatif à la rentrée scolaire et nous nous posons la question de savoir et de comprendre ce qui ne va pas. Une rentrée annoncée pour le 3, nous sommes le 4 aujourd'hui, rien n'a ressemblé à la rentrée scolaire. Donc il n'y a pas eu de rentrée. Pourquoi? Autant de questions. Eh bien, les réponses avec Guy Koukou. Ce jour, pendant votre émission, nous allons parler aussi du processus électoral avec une question majeure que nous nous posons. Faut-il commencer par réformer le système électoral à la République démocratique du Congo avant de procéder à la désignation de ses animateurs ou des animateurs de la CENI, ou il faut faire le contraire, ou bien il faut faire le contraire? Et les réponses, vous les aurez avec Guy Koukou dans 45 minutes pour convaincre votre magazine. Et nous terminerons cette émission avec la question que nous nous posons concernant la coalition FCC-CACH qui dirige le pays. Quel avenir pour la République démocratique du Congo quand nous savons bien qu'il y a autant de conflits, de querelles, autant de tensions à la place de se mettre et rester concentré pour résoudre les problèmes de tous les Congolais. Voilà l'ossature de votre émission, mesdames et messieurs. Nous sommes là pour vous servir. Président Guy Koukou, d'abord mes félicitations parce que je rappelle, j'informe le public que vous êtes également conseiller de la République. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on vous appelle. Vous êtes membre du Conseil économique et social. Vous avez été reconduit pour 5 nouvelles années. Vous étiez déjà là lors de la dernière... je ne sais pas si une législature. Mandature, voilà. Mes félicitations quand même. Merci Joseph. Voilà, merci bien. Comment se porte la CDT et comment se porte l'intersyndicale? Oui, la CDT va bien. Ben bon, je dis bien, dans les contextes où nous existons, ainsi que l'intersyndicale, sauf que nous sommes à un moment très difficile où la situation des travailleurs est très difficile. Et la Covid a amené une situation sociale désastreuse, où l'économie du pays est en berne, où la situation sociale des travailleurs est en pleurs, et parce que l'État, le gouvernement, n'a pas pris beaucoup de mesures pour pouvoir aider les fonctionnaires de l'État, les enseignants et les travailleurs à lutter ou à subvenir à leur ménage. Donc, vous avez vu, avec la situation de l'inflation qui s'est ajoutée, donc la situation, je ne peux pas dire qu'elle est bonne, la situation est très mauvaise sur le plan social du pays et tous les travailleurs sont en pleurs. Donc je ne peux pas... Vous êtes le chef de tous les syndicalistes et de tous les syndicats du Congo en tant que coordonnateur de l'intersyndicale nationale. À chaque rentrée scolaire, il y a toujours des corognes. C'est la même chose qu'on répète. Des menaces par-ci, des menaces par-là, des enseignants qui ne veulent pas rentrer pour la rentrée scolaire, ceci, cela. Et sur le même credo, toutes les années, en tout cas, je n'ai même pas vu une seule année où les enseignants ne sont pas montés au créneau avant une rentrée scolaire. C'est devenu un mode de vie ou alors des vraies revendications. Non, ce sont des vraies revendications, sauf qu'il y a toujours un problème. Pourquoi on dit chasser les naturels, il revient toujours au galop. Le problème est que ces enseignants-là font des revendications. Au lieu de négocier et de trouver, on étouffe ces revendications. Je dis bien, on étouffe les mouvements de grève, on étouffe
la revendication. C'est comme une maladie qu'on n'a pas guérie. Si on n'a pas guéri une maladie, elle reviendra toujours. Dès qu'elle a les facteurs endogènes qui favorisent l'éclosion, et cette maladie va toujours se reproduire et c'est cyclique. La même chose, tant qu'on n'aura pas amélioré la situation des enseignants, chaque fois, et parce que vous savez que c'est à la rentrée scolaire qu'ils ont la possibilité de faire pression, on ne peut pas les renier cette occasion-là. C'est comme ça. Et la meilleure façon de faire, d'éviter tout ça, c'est de régler ces problèmes qu'ils posent. Et les problèmes qu'ils posent, ce sont des problèmes, comme vous-même vous l'avez dit, qui sont posés chaque année. Parce qu'une chose, la même chose que vous vous plaignez, que vous ne comprenez pas, pourquoi à la veille de chaque rentrée, ils se comportent de la même façon? Moi aussi, je peux tourner la question autrement. Pourquoi les gouvernements se comportent de la même façon? À la rentrée, c'est qu'au début de la rentrée passée, les gens avaient posé un problème. Ce problème-là n'était pas résolu. Et ils ont quand même repris. Ils ont continué à donner cours. En mi-chemin, le gouvernement ne prend pas la peine de régler ces problèmes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais les choses ont quand même évolué, Président, puisque nous sommes dans la première année de la gratuité de l'enseignement. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont été annoncées par le ministre de Titel. Il y a eu également cette rupture ou ces vacances forcées par la Covid-19. Et maintenant, on veut reprendre, ne fût-ce que pour sauver l'année. Et voilà les enseignants qui surgissent pour dire, bon, exactement, vous qui êtes le responsable de tous les syndicats, qu'est-ce que le syndicaliste ou qu'est-ce que les enseignants aujourd'hui sont en train de réclamer? Je crois qu'on ne peut pas sauver une année scolaire. C'est ça aussi les postulats. C'est quand les fondements sont mauvais, hein, les résultats aussi seront. On ne peut pas sauver une année. On assume une année. D'abord, cette rentrée. Le gouvernement ne peut pas décréter des rentrées comme il les fait. On cause avec les gens, avec les acteurs. Qui enseigne ces enfants? Ce n'est pas le gouvernement. Les ministres ne vont pas prendre décret. Ce sont des enseignants. C'est leur métier. C'est leur métier. Et les gens qui dirigent ne peuvent pas prendre, parce qu'ils dirigent, ils prennent les métiers des autres comme des situations où on a des ordres à donner. Non. On doit interroger ces gens. Pourquoi on avait interrompu? Il y a une maladie, il y a une pandémie. La pandémie ne menace pas que les enfants. Ça menace aussi les enseignants. Et ces enseignants ne peuvent pas perdre leur vie. Ils vont se mettre en contact avec des élèves, avec des enfants, avec des étudiants. Mais ce sont des pères de famille. Ils sont comme nous, comme vous, comme moi. Quand ils posent un problème, il faut examiner. Qu'est-ce qu'ils demandent? Parmi les gens qui doivent reprendre la craie, ces gens-là travaillent depuis 5 ans. On les appelle par exemple les nouvelles unités. On ne les paye pas. La gratuité de l'enseignement dont vous avez parlé ne signifie pas la gratuité des salaires pour les enseignants. Donc, ça ne signifie pas que les enseignants ne doivent pas être payés. Mais il y a une grande partie de ces non-payés-là qui ont été déjà mécanisés et qui ont commencé à toucher. Non. Et ceux qui n'ont, parce que ceux qui ont touché peuvent donner. Mais ceux qui n'ont pas touché, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous sommes dans la même maison. C'est un même bloc. Ce sont des enseignants. On ne peut pas dans une école. C'est dans une même école. Vous vous dites cela comme si ça va se passer dans des écoles différentes. Non. Dans une même école, vous êtes en première année, moi je suis en deuxième, l'autre en troisième, en quatrième. Vous êtes en première année, vous êtes payé. Je suis en deuxième, troisième, moi je ne serai pas payé. Comment allons-nous harmoniser les choses? Comment on va faire les choses? Est-ce que le gouvernement est fier de pouvoir voir dans une même école? Ça va créer même un sentiment de haine, de jalousie et même de frustration. On ne peut pas organiser. D'abord, pour moi, on ne pouvait pas reprendre l'année scolaire. D'abord, la qualité de l'enseignement, mon frère, c'est entre vous, entre nous. Nous parlons de qui? De nos enfants. Nous devons les aimer. Déjà, lorsque les cours se passent normalement, nous disons la qualité de l'enseignement est mauvaise. Quand ils ont eu le temps de passer 9 mois de cours, l'enseignement est mauvais. Maintenant, les gens ont passé 6 mois ou 5 mois de cours. Maintenant, vous voulez dire que les 3 mois-là, vous les récupérez dans 2 semaines.
C'est quelle qualité d'enseignement? Mais pendant le confinement, il y avait quand même des enseignements qui s'est donné à travers la télévision, la radio, les téléphones aussi. Ils ont pris des dispositions, des cahiers d'exercice qui étaient envoyés dans diverses écoles. Monsieur Joseph, vous, je pense, vous venez d'arriver au Congo maintenant, vous rentrez des États-Unis, vous n'habitez pas ce pays. Vous parlez de quelle télévision? À Kinshasa, ici, il y a des quartiers entiers, depuis 2 ans, il n'y a pas de courant. À tout l'intérieur du pays, tout l'intérieur, il n'y a pas de courant. Quand vous parlez de télévision, qui a suivi ça? Qui suivait ces cours-là? Dites-moi, qui suivait ces cours-là? Mais attendez, il ne faut pas prendre les rêves ou l'utopie que nous font voir nos dirigeants pour des réalités. Vous savez que 80% de ces pays, il n'y a pas d'électricité. Et quand on parle d'enseignement, on ne parle pas Kinshasa. Parce qu'on a l'habitude de prendre tout comme Kinshasa. Et même à Kinshasa, combien de communes ont des courants dans la journée? Combien de communes? Il n'y en a pas. Il n'y a même pas 2% des gens qui ont fait ce que vous dites là. Ça n'existe pas. Il faut mettre ça de côté. Ça, c'est pour la propagande. Ça, c'est pour autre chose. Moi, je suis parent. Moi, je suis le représentant des travailleurs, y compris les enseignants et les fonctionnaires. Moi, je suis aussi parent. Je sais que dans nos quartiers, tous nos quartiers, ici d'abord à Kinshasa, il n'y a pas de courant. Sur 24 communes de Kinshasa, dans la journée, il y a très peu, peut-être Gombe ici, parce qu'il y a beaucoup d'industries, beaucoup de blancs, beaucoup de ceci. Il y a assez une fréquence de courant ici, mais avec des interruptions aussi. Mais peut-être limité. Mais partout ailleurs, il n'y a pas de courant. Alors, c'est que ce qu'on déplore parfois est que les syndicalistes ou les enseignants ou les syndicats des enseignants ou même d'autres syndicalistes que vous représentez, apparemment vous êtes des éternels insatisfaits. Parce que lorsque l'on satisfait à un besoin, vous allez toujours créer une autre formule pour finalement, on revient encore à la case du départ. Bon, finalement, on n'évolue pas avec vous. C'est comme si avec les syndicalistes, rien ne va. Donc, non, tout est noir. Dites-moi, quelle est la revendication qu'on a? Ici, il ne faut pas généraliser. Les enseignants ne grèvent pas parce que les écoles n'existent pas. Non. Ils les revendiquent, c'est eux qui vont donner cours. Pendant que moi, vous et moi, nous parlons ici, vous allez envoyer votre enfant qui est turbulent. Parfois, vous fouillez votre propre enfant à la maison. Vous le fouillez. Vous l'envoyez chez un enseignant, quelqu'un d'autre, qui n'est pas son parent. Cet enseignant-là va se mettre à maîtriser cet enfant, à dorloter cet enfant. Parfois, l'enfant fait des choses insupportables. Cet enseignant-là n'a pas mangé. Cet enfant n'a pas payé son loyer. Cet enfant n'a pas payé l'électricité. Cet enfant n'a pas scolarisé son propre enfant. Cet enfant-là n'a pas d'habit. Cet enseignant-là, sa femme devait aller consulter un médecin. Il n'y a pas d'argent pour l'envoyer voir un médecin. Cet enseignant-là, sa femme est malade. Il n'a pas, l'ordonnance est là, il ne sait pas bouger pour aller. Donc, la personne qui doit, parce que du président de la République jusqu'au dernier citoyen, ceux qui nous ont éduqués, ce sont des enfants, des enseignants. Ce sont des gens qui méritent notre respect. Ce sont des gens qui méritent que nous les respections, que nous les considérons. Mais par contre, nous trouvons dans la société, on a trouvé que c'est eux qui sont les rébis de la société. Ils sont jetés. Quand ils parlent à peine, on se moque comme vous vous moquez là. Chaque année, ils les reprennent. C'est comme si c'était un plaisir pour eux. Ce sont des parents comme vous. Comme si c'était un plaisir pour eux de pleurer chaque année. Non. Mais ces gens le pays ne peut les satisfaire qu'à la mesure de ses moyens. La mesure de ses moyens aussi. Mais il y a aussi un problème de la façon de négocier. L'État est un partenaire. Le gouvernement, c'est un partenaire. Quand vous allez pour négocier et vous trouvez que ce que mon partenaire en face me propose n'est pas bien, autant camper dans sa position jusqu'à obtenir au moins une bonne partie de ses revendications. Quand déjà vous débutez, sur 10, on vous donne 2. L'année prochaine, avant la rentrée scolaire, ce sont les mêmes revendications. Ça commence alors à faire des revendications des trop. Il y a aussi d'autres secteurs qui attendent la régularisation de certaines de leurs situations. Oui, si des gens ont donné 2, ce serait bon. Si des gens ont donné 2. Je ne sais pas,
peut-être j'ai une courte mémoire. L'année passée, les gens avaient revendiqué pour que ils sont des nouvelles unités, n'ont pas de salaire. Ils étaient une affaire de plus de 18 000 personnes, ou 36 000 personnes. Ils étaient là. Le gouvernement a mécanisé 1500 personnes. La moitié déjà, presque. Non. 18 000. Ah, 18 000. Sur 18 000. Oui. 1500. Oui. Voilà. 1500. On a mécanisé. Et même si on avait fait la moitié, mais autre moitié, là, je vous dis, nous sommes dans une même maison. Vous mangez. Moi, on me dit, ne mange pas. Attends. Et pendant une année, je suis en train de te voir manger. Moi, je ne mange pas. S'il vous plaît, nous parlons de nos compatriotes, non? Donc le problème, Président, ce sont de nouvelles unités qui ne sont pas encore mécanisées. Les nouvelles unités ne sont pas mécanisées. D'autres réclament qu'il n'y a même pas de conditions sécuritaires. Parce que même pour aller Covid, quand il vient, on nous demande de porter des masques. Oui. Qui a acheté les masques pour les enseignants? Déjà, il est impayé. Ceux qui sont impayés... Le gouvernement avait dit qu'il allait fournir c'est des pourquoi masques. on a pris encore une semaine. Il a fallu que la rentrée l'aspect scolaire ait technique lieu le 3. Maintenant, ils vont rentrer le 10. Pendant cette semaine ici, on va distribuer dans toutes les écoles on va prendre toutes les dispositions. Les masques. Mais chaque école a un comité de gestion. J'aimerais que votre caméra circule. Ouais. Hein? C'est bien, Joseph, de parler comme un saint, comme vous le dites là. C'est très beau. Nous sommes au Congo, nous nous connaissons. Déjà, j'anticipe un peu, peut-être on y reviendra. Les personnels soignants, on a dit que nous avons suivi à la radio que l'argent était sorti pour qu'on les paye, n'est-ce pas? On a vu les membres du gouvernement dire on va payer, il y a des primes pour les médecins. Jusqu'aujourd'hui, on a payé. Vous ne suivez pas, votre caméra circule où? Ici dans votre studio? Non. Descendez, allez à Mamayemo, allez à Kimbatseke, et puis allez à Kikwit, allez à Mbandaka, demandez au personnel. Et vous vous êtes énervé parce qu'on vous a dit que tout ce qui était gardé pour payer les nouvelles unités, on a affecté ça pour les raisons de la Covid-19. Et encore ça, un mensonge. Comment ça, un mensonge? Non, un mensonge. Il ne faut pas. Lorsque le gouvernement est responsable, quand il n'a pas l'argent, vous savez, les mensonges, ce n'est pas une bonne chose. La bonne manière, c'est de dire, le gouvernement peut dire, non, on n'a pas encore eu de budget pour payer. Il ne faut pas dire qu'il y avait l'argent, on a mis dans les Covid. Mais dans les Covid qu'on a mis, on a payé qui? Parce que les médecins se plaignent qu'ils attendent cette prime, ils ne voient pas. Les infirmiers se plaignent, ils n'ont pas vu. Alors, ils disent qu'on a payé, c'est à cause de Covid, l'argent qu'on devait payer les enseignants, on a mis des Covid. Mais ceux qui sont alors dans ces Covid, quand vous allez partout, il manque même des aspirateurs, il n'y en a pas dans les hôpitaux. Donc c'est un faux problème, une fausse raison selon vous. Mais vous ne croyez pas ça? J'ai dit, prenez, quand le gouvernement va déposer des aspirateurs, quand il va payer les gens, ces gens-là existent, non? Vous ne pouvez pas prendre votre micro, descendre et demander. J'ai dit, c'est notre pays, vous savez. La meilleure façon d'aider notre gouvernement, c'est de leur dire la vérité. La meilleure façon d'aider le gouvernement, c'est de démontrer ce qu'ils ne font pas. C'est les critiquer pour qu'ils améliorent. Critiquer, une critique positive ou négative, ça peut aller. Mais si, attendez, si nous faisons l'hypocrisie telle qu'on l'a érigée, on a appelé des gens qui volent le matin et puis les soirs, ils volent dans une entreprise. Le lendemain, on les vole on les nomme dans une autre, ou on les nomme. Ça, c'est ce qui détruit notre propre pays. Mais à cause de vos revendications, on va jusqu'à réclamer le départ ou la démission du ministre des tutelles. Mais est-ce que c'est un crime? C'est normal dans une démocratie. Les gens ont les mandats du peuple. Les gens gèrent le pays au nom de qui? Moi, je représente des travailleurs. Pourquoi la tête du ministre va vous déranger, vous, les syndicalistes? Non, la direction de la, comment on appelle, la CECOPE. Voilà. Le bureau qui s'occupe de la paye des enseignants, on ne veut plus ce bureau-là et on veut que les choses changent. Mais, s'il vous plaît. De nouvelles installations. Toutes les structures ont même pour des gens. Si vous êtes ici, on vous a donné des micros et des outils de travail. Si vous trouvez que ces outils-là ne vous satisfont pas, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de demander qu'on enlève. Mais si les gens qui sont responsables à améliorer vos conditions de vie ne sont pas à la hauteur, le premier réflexe de chaque personne, c'est quoi? Que la personne quitte. C'est normal. Mais attendez, quand on demande qu'il quitte, ce n'est pas nécessairement qu'il parte, mais qu'il améliore.
S'il améliore, les gens peuvent revenir à ça. Justement, C'est mauvais d'avoir des dirigeants qui ne règlent rien et qui veulent se maintenir. C'est ça qui est très mauvais. Justement, Président, parce que nous devons évoluer, vous avez dit que pour vous, il ne fallait pas qu'il y ait rentrée scolaire. Alors, il y a quand même rentrée scolaire. Quelle est la voie de sortie, hein? Quelle est la solution finalement pour que tout le monde puisse gagner, et les parents, et les enseignants, et le gouvernement, et les élèves? Qu'est-ce que vous proposez? Je ne suis dans aucun des schémas que vous proposez. D'abord parce que l'approche d'abord elle-même, elle est fausse. L'enseignement, il n'y a personne qui doit gagner ou perdre dedans. L'enseignement, nous sommes en train d'enseigner des enfants. On n'a pas besoin de diplômes, on a besoin de connaissances. Oui. Si nous, le vrai problème, c'est parce que quand vous dites les enfants doivent gagner, les parents doivent gagner, c'est-à-dire vous êtes en train de voir les gains là pour vous, c'est quoi? Moi, le seul gain que je vois dans l'enseignement, c'est la qualité de l'enseignement. Le seul gain que je vois pour notre pays, parce qu'on n'enseigne pas les enfants pour leurs parents, on enseigne les enfants pour le pays. Parce que demain, ils doivent diriger. Pour diriger, ils doivent avoir un bagage. Ils doivent être bien formés. Si on n'a pas bien formé des gens, nous aurons des délinquants en cravate. Nous aurons des délinquants en fonction. Nous aurons des gens mal éduqués en fonction. Mais qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on en arrive là? Ce qui doit être fait pour qu'on doit reprendre, oui. On devait interroger les enseignants et les écoles. Est-ce que vous pensez que le temps d'enseignement qu'on a eu, est-ce que cela est suffisant pour qu'on passe des examens, pour passer des classes? Première chose. Si oui, on dit, bon, oui, le temps normalement qui devait rester, c'est combien? On dit par exemple, c'est 3 mois. Est-ce qu'il est possible de récupérer les enseignements de 3 mois en 1 mois? Non. Mais ce que vous dites, c'est ce qui a été fait, parce qu'il y a eu des consultations entre les professionnels de l'enseignement et le ministère de tutelle. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Il y a eu consultation. D'abord, on a pris un groupe sélectif. On a pris un groupe sélectif. Tout le monde n'était pas, et vous savez. Mais on ne devait pas quand même prendre tout le monde. Oui, mais il y a des structures. On ne prend pas tout le monde, on prend des structures. On se fie aux structures qui sont représentatives. On prend, voilà les termes. On prend les structures représentatives. Qui ont représenté les enseignants dans cette structure-là? Personne. Qui ont représenté les élèves? Personne. Mais le gouvernement travaille avec qui alors? Quand on prend les promoteurs des écoles. Quand on prend des promoteurs des écoles qui sont des commerçants, qui cherchent les gains. Parce que pourquoi on veut qu'on rentre? Parce que les non-dits, dans les minérales qu'on paye, il y a des frais qu'on paye pour les ministères. Tout à fait. Il y a des frais qu'on paye pour les écoles. C'est l'argent, c'est les gains. Mais dans la tête des enfants, rien ne va entrer. Quel est cet enfant du mois qu'on va entrer dans 2 semaines? Donc vous êtes contre cette façon d'organiser la rentrée scolaire? Oui, je vous l'ai dit dès le départ, j'étais contre. Mais malgré cela, ils ont décidé de reprendre. Voilà. Mais il faut évoluer. Quand on a décidé de reprendre, ça signifie qu'il y a des préalables. Qui vont enseigner? Les enseignants. Donc, ce sont des acteurs majeurs dans la reprise. Que devons-nous faire pour les enseignants? Leur sécurité d'abord aussi. Pour qu'ils reprennent. Leur sécurité pour qu'ils n'attrapent pas la maladie. Voilà. 2, pour s'assurer qu'ils avaient fait des revendications, qu'on doit mécaniser, on doit payer les autres. Ils ne sont pas payés. Que devons-nous faire pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils les reprennent? Déjà, leur morale est bas quand on était dans les normales. Et puis maintenant, ils les revendiquent qu'ils ne sont pas payés. Vous les renvoyez les enfants. Vous savez qu'ils se plaignent qu'ils ne sont pas payés. Vous les renvoyez les enfants, ils ne sont pas payés. Vous allez croire que vos enfants seront enseignés par ces gens-là? Très bien. Alors, M. Gikoukou, c'est ça l'essence de la responsabilité. Nous allons quitter un peu le domaine des enseignants parce que vous représentez l'ensemble des travailleurs. Nous venons quand même d'une période difficile de confinement. Aujourd'hui, on est en train de déconfiner. Quelle est la situation actuelle des entreprises publiques, des travailleurs, dans d'autres secteurs, outre l'enseignement, après l'état d'urgence où on est en train de déconfiner petit à petit? Oui, il y a beaucoup de situations. Et d'ailleurs, je vous informe, à partir de demain, il y aura un Conseil national du travail qui va se tenir à partir de demain. C'est ce que vous avez toujours réclamé? Oui, les 5. Okay. Il y a un Conseil national du travail qui va se tenir. La situation de déconfinement, il y a 3 situations qui se sont posées. Dans certaines entreprises, dans le secteur minier,
les employeurs ont séquestré les travailleurs, c'est comme ils ont utilisé les mots, ils ont confiné les travailleurs. C'est-à-dire, ils ont obligé les travailleurs à rester dans l'usine pendant 2-3 mois. À l'usine ou à la maison? À l'usine, j'ai dit, monsieur, séquestré, j'ai dit séquestré. À la maison, on n'est pas séquestré. On a parlé du confinement oui, mais sur le lieu de travail. Ils sont confinés pour des raisons. Donc ils ne pouvaient plus rentrer de peur qu'ils ne puissent attraper la maladie. Oui, C'était une manière de les protéger. La maladie est où? Chez eux à la maison. Partout. Mais là, ils sont au moins contrôlables, ils sont contrôlés. Qui contrôle? Il y a des médecins là-bas. Tout est Mais laissez-moi parler. Le monde du travail, c'est mon domaine. Allez-y, l'homme du domaine. Oui, c'est mon domaine. Lorsqu'on a confiné ces travailleurs, loin des hôpitaux, loin des médecins, parce que nous tous ici, même le président de la République, pour prolonger, n'est-ce pas, la période des urgences, il se réfère à qui? Aux médecins, non? Il demande aux médecins. La vie technique. Et il y a la structure qualifiée à cet effet. Donc, c'est la structure que dirige, je pense, le professeur Mouyembe et ses équipes. Mais dans les secteurs miniers, on n'a pas demandé. D'abord, là-bas, les médecins n'existent pas. Dans les usines, il n'y a pas de médecins. Ils viennent, on dit, tu ne rentres pas, tu restes ici comme il y a Covid. Mais pendant ce temps, on ne travaille pas. Ils travaillent, s'il vous plaît. Je dis séquestré pour travailler. Monsieur Joseph, avez-vous des oreilles pour m'entendre? Ces gens-là ont été séquestrés pour travailler sans repos, sans rentrer chez eux. Ils travaillent du matin au soir. Là, d'ailleurs, madame la ministre, j'ai amené une circulaire à ce sujet. Mais seulement, Que dit la circulaire? Sa circulaire pêche. Sa circulaire demande aux usines, qui s'adresse au secteur minier, de pouvoir déconfiner les travailleurs qu'ils ont séquestrés pendant le confinement. Mais seulement, là où elle pêche, parce que c'est une dame, là où elle pêche, elle demande à ce que ces gens continuent pendant 1 mois à confiner ces gens pour certaines entreprises. Pour les grandes entreprises, 2 mois, ils leur donnent un moratoire de 2 mois pour qu'ils puissent continuer à confiner les travailleurs. L'intersyndical a écrit pour demander qu'elle doit retirer cette circulaire parce qu'elle est illégale. Elle viole la loi. Elle permet aux employeurs de continuer à confiner ce qui est interdit dans les codes du travail, ce qui est prohibé. Et je pense que le rôle du ministère, c'est que quand il trouve qu'il y a un abus, immédiatement on demande à la personne de corriger ou de réparer. Mais on ne peut pas donner des moratoires pour que quelqu'un continue à abuser des autres ou qu'il continue à violer la loi, alors que vous l'avez attrapé. Le mal, on doit le corriger directement. Donc nous, on demande immédiatement de lever et même la réparation. Parce que les gens, pendant les Covid, on demandait que les gens restent avec leurs enfants. Mais quelqu'un qui se séparait de ses enfants, séparé de son épouse, séparé de sa famille, il est là confiné. Il y a aussi des risques professionnels, bien sûr, des maladies. Et puis d'abord, qui préparait pour eux, on ne sait pas comment ça s'est. Et j'ai regardé une vidéo, si on avait le temps, là, au niveau du Katanga, dans une entreprise, vous voyez, c'est une opportunité indescriptible. Des toilettes, ils dorment comme ça dans les dortoirs, alors que pendant les confinements, c'est la distanciation. Mais les gens dorment entassés, ils sont donc vous voyez dans des conditions. Non, je pense que nous avons demandé même une réparation. Nous devrons même demander la réparation. Donc pendant les Covid, ça c'est 1. 2, il y a des entreprises où les chefs d'entreprise demandent aux gens de continuer à rester à la maison. Alors qu'il y a notre circulaire que la ministre venait de signer, et là nous sommes d'accord avec elle. Il demande à ce que tous les travailleurs puissent reprendre tel que c'était avant le Covid. Mais quand vous allez dans les entreprises, même les entreprises publiques comme l'ex-OCPT, à l'OCPT, l'ex-Onatra, OCPT, l'ex... ouais. Ok. Oui, je pense que souvent les gens connaissent OCPT, comme ça, je donne pour que les gens comprennent de quoi je parle. Là, on a demandé au travail de rester chez eux à la maison. Le domaine de la poste. Oui, de rester à la maison, alors que les premiers ministres et le gouvernement ont demandé que tous les travailleurs reprennent le travail. Mais le problème, il y a aussi des entreprises qui ont perdu de moyens, par exemple, qui sont frappées par des conséquences de la pandémie, qui n'ont plus de moyens pour fonctionner normalement. Oui, mais même là, l'État existe pourquoi, mon frère? L'État existe pour que quand vous avez une difficulté,
difficulté, on s'adresse. Nul ne peut se faire la loi. La loi, il y a des gens qu'on a établis pour regarder les questions qui sont liées à la loi. Si vous avez des difficultés, c'est vrai, je suis un acteur de ce monde, il y a des entreprises qui ont des difficultés. Mais on s'adresse, n'est-ce pas, au ministère du Travail pour poser les problèmes. Très bien. Terminons par le troisième aspect, en fait l'autre. Oui, le troisième aspect, oui. c'est des licenciements abusifs. Et certains sont partis et de là on dit non, vous ne revenez plus. Non, ce n'est pas ça aussi. Là, il faut que l'inspection du travail, le ministère du travail soit saisi, qu'il vous autorise. C'est ça l'état. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes quand même satisfait des changements parce que vous avez réclamé ici tout le jour qu'on puisse changer des comités de gestion. On a commencé à changer dans quelques entreprises. Vous en êtes satisfait? Non, on n'a pas fait les changements que nous attendions. Comment ça? On a nommé des politiciens, et il y a même qui cumulent des fonctions. Des politiciens qui sont technocrates, qui connaissent non, bien. Des politiciens qui sont à la fois des ministres, qui sont à la fois des députés, des sénateurs. Ça, vous vous opposez? Ça, nous avions dit les mêmes causes qui ont tué toutes ces entreprises publiques. Ce sont ces gens qui viennent des partis politiques. Ils utilisent les entreprises pour financer les partis politiques. Nous allons y revenir avec le temps. Nous allons y revenir. Nous allons changer de chapitre, mesdames et messieurs, pour parler cette fois-ci ou aborder la question relative au processus électoral. Monsieur Guy Coucou, nous venons de vivre ce qu'on a vécu. Beaucoup de protestations, des mouvements de marche, des déclarations allant dans le sens à condamner la désignation de Rossard Malonda et ainsi que son entérinement par l'Assemblée nationale. Et finalement, nous voulons comprendre la logique de la chose. Il faut procéder d'abord par la réforme du système électoral en RDC pour pouvoir corriger tout ce qui a été décrié lors des cycles passés. Comme ça, nous concentrer pour un meilleur cycle électoral qui va beaucoup plus unir les Congolais que les diviser, où il faut passer directement à la désignation des nouveaux membres de la CENI. Vous avez la parole. Merci. Je crois que cette question de la CENI, c'est comme si je peux donner une image. Vous entrez dans une maison sombre, on dit dedans c'est sombre, il faut éclairer la maison. Mais il y a des gens qui aiment opérer dans les noirs, qui disent que non, ça doit rester sombre et nous devons continuer. Non, je pense qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous venons de passer 3 cycles électoraux, 2006, 2011, 2018. Dans les 3 cycles qu'on venait de passer, il y a une constance, laquelle la contestation des résultats. Avec mordant, Jean-Pierre Mbemba et Kabila se sont affrontés ici. En pleine ville, à Kinshasa. En pleine ville. Quoi? Contestation. Tshisekedi père. Tshisekedi père. Autoproclamation président de la République. Autoproclamation président de la République. 2011. Et hier encore ici, vous suivez le président actuel avec Fayoulou. Donc il y a un problème. Vous ne pouvez pas chaque fois des questions qui nous amènent à des morts d'hommes, des questions qui nous amènent à des problèmes qui nous amènent à l'illégitimité. On ne doit pas regarder cette question comme une petite question. Parce que comme nous avons atteint 3 cycles, ça signifie qu'on a une certaine expérience, une certaine maturité, on doit s'arrêter. Se poser des questions. À un moment, se poser des questions, on dit mais pourquoi tous ces 3 cycles ont Très bien, nous allons évoluer. Et où sont ces problèmes? Très bien. Vous êtes parmi ceux qui sont en train de réfléchir sur la réforme du système électoral en République démocratique du Congo. Dites-nous, le problème c'est à quel niveau? C'est au niveau de la loi elle-même ou c'est au niveau de l'organisation et la composition de la CENI dans l'ensemble? Le 2. D'ailleurs, c'est la loi qui détermine la composition. Allons-y, commençons par la loi. C'est la loi. La loi a créé les décors, a planté les décors de ce conflit. La loi a prévu que dans la composition, qu'il y ait 6 membres. Donc on est dans l'ensemble 13 membres.
Oui, qu'on ait... Allons dans la répartition. Ok, qu'on ait 13 membres. Sur les 13 membres, il y a 6 membres venant de la majorité. Et encore que la majorité se dessine après les élections. Mais vous voyez déjà les problèmes que ces textes-là posent. Donc la majorité du pouvoir sortant. Donc non, on n'a pas dit la majorité du pouvoir sortant, on a dit la majorité. Et encore que dans une élection, il y a la majorité qu'après les élections. Vous voyez? Donc, si j'ai reçu la majorité l'année passée, ça ne garantit pas que je n'aurai encore la majorité. C'est moi les majoritaires élections de demain pour organiser les demain. Non. Je crois, premier problème. Le deuxième. Deuxième problème, on dit 4 pour membres de l'opposition. Voilà. Déjà, avant élection, il y a l'opposition. 4 membres de l'opposition, avant même qu'on ait programmé, ils ont programmé aussi l'opposition. Donc vous voyez que la majorité est programmée dans les textes de la CENI, l'opposition est déjà programmée dans les textes de la CENI. Et les 3 membres? 3 membres de la société civile, et pas la société civile dans son ensemble, une société civile sélectionnée. C'est-à-dire par les confessions religieuses. On dit les confessions religieuses seulement. Les structures de femmes. Alors que dans chaque organisation, même dans les confessions religieuses, il y a les organisations féminines. Chez nous, les syndicats, il y a les organisations. Donc c'est un contexte flou qui n'a pas de... Dans les partis politiques, il y a des organisations féminines. Donc, selon vous, tout est mal parti dès le départ. Tout est parti de là. C'est biaisé. C'est biaisé. Alors, maintenant, ça c'est un. 2, c'est un problème de logique. C'est un problème je ne sais pas comment... Oui, c'est un problème de logique. Lorsque vous et moi, même dans les box, même dans les sports, partout, si je dois me bagarrer avec mon frère là qui est en face, avec Joseph, on doit trouver un arbitre neutre, hors de nous deux. Neutre. C'est ça. Et on ne peut pas avoir un jeu hors les parties prenantes. Avec les parties prenantes. Dans nulle part, dans aucun jeu, dans le monde, ça a été prévu comme ça. Non. On ne peut pas avoir les représentants des partis politiques, dites majorité, ceux qui gèrent déjà le pays. Leur majorité, c'est pour gérer le pays. OK? Tandis que la CENI est appelée une structure indépendante. D'appui à la démocratie. Ces gens-là qui gèrent le pays doivent être mis hors circuit. Parce que, mais attends, moi je suis majorité, j'ai des membres majoritairement dans la composition, comment voulez-vous que je perde les élections? Comment? Ça signifie que les textes ont été faits tels que ceux qui ont la majorité au moment où on a fait ces textes auront toujours la majorité. Mais c'est ce qu'on a. Ils devront toujours conserver leur majorité. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit on a programmé la majorité de facto, la majorité factuelle, la fausse majorité, on l'a programmée. De telle sorte qu'on va publier, puis on va voter, on va délibérer. Et si rien n'est fait, ça va être toujours comme ça. Mais ça ne sera que comme ça. Mais pourquoi il y a des guerres? Okay. C'est ça. Ok, nous allons Voilà pourquoi. Dans la structuration, nous, l'intersyndicat, nous sommes en train de travailler sur ça. Il y a un texte, nous sommes en train de revoir avec d'autres organisations citoyennes, nous sommes en train de revoir les textes, la loi, pour que nous allons proposer, que nous allons demander, et on va s'associer avec d'autres groupes. Il faut qu'on enlève les politiques d'État. Nous allons y arriver. Comme ce sont eux, j'arrive, je termine, je chute, comme lorsque Vita et Imana jouent sur terrain, l'arbitre, ou lorsque les Congo, Kinshasa, jouent avec les Tchad, l'arbitre ne peut venir ni du Tchad ni du Congo. Ça doit venir d'un pays neutre qui n'a pas d'intérêt dans les jeux. Ça, c'est une logique. Très bien. Mais dès lors que la loi, dès lors qu'ils se sont fait des lois, parce que ce sont eux qui se sont fait cette loi de cette façon, et exprès, pour tricher, pour demeurer, c'est ça qui fait qu'ils ne seront que là pour les uns pour contester et les autres pour garder la majorité. Très bien. Nous allons cette fois-ci dire quelque chose sur la désignation de Rosa Malonda qui pose problème jusqu'aujourd'hui. On a suivi le chef de l'État et différents partis politiques. Selon vous, cette tâche qui était confiée aux confessions religieuses, une frange de la société civile,
à laquelle vous appartenez. Et qu'est-ce qui est fait de mauvais par ceux-là qui gèrent les âmes des fidèles, en qui on avait la confiance a été placée, vu le critère d'intégrité morale, qu'on ne pouvait pas les corrompre, ils ne pouvaient pas se comporter comme n'importe qui, et qu'ils allaient agir en toute responsabilité. Doit-on toujours confier cette tâche de l'élection de la désignation du candidat président par les confessions religieuses? Oui, là vous entrez dans les... Bon, moi je suis chrétien, mais vraiment vous me gênez beaucoup, mais je dois parler parce que... Vous êtes chrétien, mais vous êtes congolais. Ça, c'est une question de votre pays. Oui, tout à fait. Son avenir surtout. Normalement, le fait qu'on avait mis ça chez les organisations confessionnelles, c'est-à-dire les églises, ça devait être une bonne chose. Parce que dans la Bible, on dit que l'église, c'est la colonne de la vérité. L'église, c'est la référence morale, c'est la référence pour la vérité, pour les biens, pour la justice. C'est l'église. Malheureusement, nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo et vraiment l'église a déçu. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons demander pardon à ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que ce qu'on a fait jusqu'ici, et même jusque-là, apparemment les gens n'ont pas conscience. Ceux qui désignent là n'ont pas conscience qu'ils ont commis du tort à la nation. Ils ne sont pas conscients, apparemment. Parce que la CENI, dans notre pays, c'est la mère des institutions. C'est la CENI qui pond, qui mène, qui donne naissance à toutes les institutions. Et voilà que cette institution-là, on voulait que ce soit des hommes de Dieu, des gens supposés intègres, qui puissent désigner dans l'intégrité, craignant Dieu. Ils disent, j'ai désigné devant Dieu et devant les hommes, devant ma conscience. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait ainsi. Ça ne s'est pas fait. Ils ont été tout le temps manipulés. Mais manipulés par qui? Manipulés par ceux que vous connaissez. Ne me poussez pas. Nous ne connaissons pas. C'est vous qui le dites. C'est vous qui l'avez dit dans votre question. Moi, je vous ai posé la question. Vous avez dit, ils sont manipulés par qui? Oui, non. C'est qui le manipulateur? Oh, ok. Ce sont les tireurs de ficelles. Vous avez peur de le dire devant la télévision? Non, vous me connaissez. La peur, là, on ne la connaît pas en vous, quand vous parlez. Vous me connaissez. Mais aujourd'hui, je ne vous reconnais plus. Mais laisse-moi continuer. Ils sont manipulés par qui? Sois calme. Je le suis. Par les acteurs qui sont dans l'ombre. Parce que les acteurs politiques. Les acteurs politiques. Vous avez du mal à prononcer le mot acteur politique. Mais je l'ai tout au long de ce débat. Vous avez dit acteur, tout simplement. Je ne fais que parler des acteurs politiques. Pas je vais faire en même instant. Donc, je disais, malheureusement, ils ont déçu. Mais je comprends. Parce que même la Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Est-ce que dans les églises, on fait les élections? Non. Est-ce que les églises ont la culture des élections? Non. Est-ce que les églises travaillent dans la logique des élections? Non. Je crois que parce qu'ils ont échoué, maintenant on doit mettre les confessions religieuses dans la société civile, mais pas comme les seuls acteurs. Et qui vont se charger de cette tâche-là, de la désignation du président, du candidat président? Non, mais la désignation, on doit donner à par exemple au syndicat que vous êtes, que nous sommes. De la société. Mais oui, mais d'abord, il n'y a qu'une seule langue. Si les hommes de Dieu n'ont pas pu résister à l'influence des acteurs politiques, seulement vous, syndicalistes. Monsieur, vous me décevez, parce que la foi n'est pas donnée aux hommes de Dieu. La foi est donnée aux chrétiens. Et je vous dis, il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas de foi. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas honnêtes. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas intègres. Je vous dis qu'il y a des citoyens plus intègres que les prêtres. Il y a des citoyens plus intègres que les pasteurs. Il y a des citoyens plus intègres que tout ce que vous pouvez citer. Que des firemen. Plus intègres. Et donc l'intégrité ne dépend pas de la fonction. Et encore la fonction pasteur, c'est devenu des fonctions. Parce que dans d'autres pays, il y a même des gens qui enseignent les cours de Dieu. Voilà, en tout cas, l'État nous presse, nous sommes dans l'obligation d'aller chuter. Ouais. Vous allez conclure un peu sur les attentes ce que vous attendez de votre forum que vous avez tant réclamé, c'est entre le gouvernement, les travailleurs et les entrepreneurs. Oui. Ah, ok. Quel est votre désidérata? En tout cas, en 30 secondes, nous clôturons le défi. Notre désidérata pendant le Conseil national du travail, nous voulons que nous puissions travailler
pour donner quand même satisfaction au monde du travail congolais. Avec la Covid-19, les entreprises sont en difficulté. Avant ce forum, le dernier forum était à quelle année? Le dernier forum, c'était l'année passée. Ok. Donc, les entreprises sont en difficulté, les travailleurs aussi sont en difficulté. Nous voulons que nous puissions aller nous entendre avec les employeurs de manière à trouver des solutions consensuelles pour gérer les problèmes que va générer la Covid. Il n'est pas bon, dans le monde du travail, qu'une seule partie puisse décider seule. Nous appelons la tripartite. C'est-à-dire, quand il y a un problème, il faut que tous les acteurs se retrouvent dans la société, dans l'entreprise, dans la structure, dans les pays, pour pouvoir examiner et proposer des solutions. Alors, nous ne pouvons que vous souhaiter, bon, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, en tout cas plein succès dans ces assises-là. Je pense que tous vos problèmes trouveront de réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci également à vous, mesdames et messieurs, parce que nous sommes arrivés exactement à la fin de cette émission. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Au revoir.